Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième édition de la boîte à questions ePhD, concours d'innovation, qui est organisé par BPI France. Je vous remercie tous d'être présents. Vous êtes 100 à l'heure qu'il est, et le chiffre est encore en train de monter, donc on est ravis de rassembler autant de monde. Quelques infos avant de démarrer. Vous avez en haut de votre fenêtre un petit espace chat où certains ont commencé à discuter. Donc c'est très bien, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Et il y a une partie questions aussi, il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions, mais vous pouvez aussi voter pour les questions qui sont les plus pertinentes. Et on aura un petit moment à la suite, à la fin de toutes ces présentations et de ces échanges pour répondre à vos questions. On en sera ravis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je suis David Bougeot. Donc moi, chez BPI France, je m'occupe du pôle développement écosystème dans lequel s'inscrit le concours ePhD. Juste pour vous présenter le concept ou vous représenter le concept pour ceux qui étaient là déjà là la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que la boîte à questions ePhD? C'est une mini-série de webinaires parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait toujours plein de questions de la part des doctorants en travaillant sur le concours ePhD et des jeunes chercheurs et des doctorants d'ailleurs auxquels on avait peut-être vocation à répondre ou à apporter plus d'éclairage. Donc on a déjà fait un webinaire qui est disponible en replay qui était le 21 janvier sur les structures d'accompagnement. On en fera un le 25 février sur la place du chercheur dans une startup deep tech. Mais aujourd'hui, la thématique, c'est une question que beaucoup de monde se pose et on vous comprend. Comment se rémunérer quand on lance une startup deep tech? Et donc, la manière dont va se construire ce webinaire, je vais faire une rapide présentation du concours ePhD, mais voilà, ça va être très bref parce que je pense que le plus important et ce que vous attendez aussi le plus, c'est les témoignages qui vont arriver derrière, et on va avoir de très beaux témoignages à la fois de membres de l'écosystème, mais aussi surtout de jeunes entrepreneurs qui sont passés par un PhD, qui vont répondre à vos questions. Et puis on finira, comme je vous l'ai dit, par une petite série de questions-réponses. Alors, le concours ePhD, très rapidement, il est parti du constat qu'il y avait un énorme potentiel sur la création d'entreprises par des jeunes docteurs, puisqu'on l'a vu dans la dernière étude qu'on a fait avec PhD Talent, il y a 44% des jeunes docteurs qui se sentent intéressés par l'entrepreneuriat, ou qui le voient comme une option de poursuite de carrière. C'est entre autres aussi pour cette raison que le gouvernement, à la fois avec le ministère de la Recherche, mais aussi le Bercy, a lancé ce concours dans la logique de montrer aux jeunes docteurs qu'il y avait des possibilités qui s'offraient, qu'il y avait tout un écosystème qui s'offrait à eux, et puis pour valoriser la voie de l'entrepreneuriat chez les jeunes docteurs. Ce concours, il a été lancé avec 3 grands objectifs. Le premier, c'est vraiment encourager les doctorants. Attendez, je vais vous mettre en plus grand, ça serait peut-être mieux. Encourager les doctorants à tester le potentiel de leur projet, montrer que c'est une voie qui est aussi possible. Soutenir et accompagner les premiers pas de projet. Pourquoi? Parce que ça permet d'accéder à un certain nombre de formations, de mentorat, et aussi ça permet de créer une communauté unique des meilleurs chercheurs entrepreneurs de France. Ça s'inscrit dans le cadre du plan Deep Tech, sur lequel je ne vais pas forcément revenir parce que vous aurez accès à ces slides juste après, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois, mais lancé par BPI France, enfin par l'État, opéré par BPI France, avec une vraie logique de faire de la France un des leaders mondiaux, ou au moins européens, en tout cas de l'innovation de rupture. Et donc ça passe vraiment par les PhD et l'écosystème académique qui est le moteur vraiment de ces startups, puisqu'on a pour ambition de créer 500 startups deep tech par an. Comme vous le savez aussi, le concours ePhD, probablement, c'est la première brique d'un continuum de concours qu'on appelle les concours d'innovation, qui sont portés par le gouvernement. On a le premier concours qui est ePhD, au moment où le jeune docteur est dans son laboratoire et qu'il a envie d'aller plus loin. On a ensuite le concours eLab qui existe depuis 20 ans maintenant, où on a créé sa start-up et on est un porteur de projet, on a envie d'aller un cran plus loin, mais on est déjà un peu plus avancé dans son projet. Et puis Innove, quand on est une start-up qui travaille entre autres avec des PME innovantes et qu'on est dans une logique de croissance. Ça, c'est les 3 concours. ePhD, c'est la première marche. Ça s'adresse à qui, le concours ePhD? C'est très simple, il faut retenir que vous êtes un jeune docteur
soit vous êtes à partir de la 2e année de thèse ou vous avez soutenu votre thèse depuis 3 ans. Vous avez un projet technologique innovant, alors qui est pour l'instant pas forcément un projet de start-up, mais en tout cas qui est un projet que vous voulez valoriser et puis peut-être vous poser la question d'en faire une start-up. Et puis vous êtes accompagné par un organisme de transfert de technologie. Ce qu'on entend par organisme de transfert de technologie, bien évidemment, tout le monde connaît les SAT, mais aussi les organismes les filiales des organismes de transfert. Et en fait, ce que vous apporte cette structure, c'est un financement et puis aussi un accompagnement. Donc, si le projet est dans ces rails, vous pouvez totalement postuler au concours ePhD. Ce que vous allez gagner, c'est 3 choses et bien plus encore prochainement. On espère pouvoir vous l'annoncer bientôt, mais un accompagnement. Alors, on a eu on est en train de le construire et on peut pas encore dire qui le fera, mais parce que c'est en cours de validation, mais je peux vous dire que c'est un super programme qui se prépare, donc vraiment un programme d'accompagnement sur 1 an avec des expériences collectives, avec du coaching, du mentorat, avec les meilleurs entrepreneurs deep tech et les meilleurs PhD. Une visibilité nationale, c'est-à-dire qu'on vous met en avant avec toute la puissance de communication de BPI France sur des tables rondes, dans les journaux, on donne de la visibilité à votre projet, donc c'est un vrai booster. Et puis on vous offre à tous une vidéo de promotion de votre projet pour pouvoir aller pitcher auprès d'investisseurs, pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Donc pas mal de choses. Comment déposer sa candidature? Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 mars, donc vous pouvez encore postuler jusqu'au 9 mars à midi. Ensuite, il y aura votre OTT devra compléter une lettre de recommandation qui sera déposée. Le dossier sera évalué au mois d'avril par un jury national avec des investisseurs, des entrepreneurs et pas mal de monde. Et ensuite, au mois de juillet, il y aura une jolie remise des prix en commun avec le concours eLab qui sera effectué par les ministres. Donc voilà. Et ensuite, dans la foulée, l'idée, c'est plutôt en septembre de démarrer le programme d'accompagnement. Juste en quelques mots aussi, première édition du concours donc qui s'est tenue entre 2019 et 2020. Là, on s'est aligné maintenant sur les calendriers d'eLab. On a eu 29 lauréats, dont 7 grands prix, avec des écosystèmes de la France entière, même si certaines régions... Alors, il devrait y avoir des lauréats de certaines régions qui n'étaient pas représentées l'année dernière, on en est persuadé. Et 7 secteurs qui étaient représentés, beaucoup du numérique, mais voilà, on accepte tous les secteurs. Et si vous avez un projet qui est en SHS et qui est accompagné par un SAT ou un OTT, vous pouvez aussi évidemment postuler. Pour finir, quelques exemples de Grand Prix et PhD pour voir qu'il y a des niveaux de maturité différents. Théo Perronin, qui a été lauréat PhD avec la startup Alice et Bob, qui a créé sa startup et qui a lancé et qui a levé 3 millions d'euros et qui a été la même année Grand Prix du concours eLab. On a Gaël Maten qui a lancé le projet Vibiscus, qui est en train de créer sa startup et qui est en cours de recrutement, enfin qui est en tout cas un projet de recrutement d'ici 1 an. Et puis on a Emeline Richard-Millot qui a été aussi Grand Prix, qui a eu l'accompagnement IPLJ et qui va rentrer en incubation, qui n'a pas encore créé sa startup, enfin de ce que j'en sais. Et donc tout ça pour dire que on a des niveaux de maturité qui sont très différents. On en a encore qui sont beaucoup plus amont dans leur projet. Donc en tout cas, si vous sentez d'y aller, si vous voulez bénéficier d'un bel accompagnement, n'hésitez pas, lancez-vous. Voilà, il y en aura pour tout le monde et on sera ravis d'avoir le plus de dossiers et puis de vous orienter au mieux. Et puis aussi, on peut postuler plusieurs années de suite, hein, sachez-le. Donc voilà. Merci pour votre attention. Vous pouvez continuer à poser les questions. On répondra à la fin. J'espère avoir été assez rapide pour pouvoir laisser la parole au plus important, c'est-à-dire nos intervenants. Et donc, pour ça, je vais transmettre mon micro à Lola qui va animer cette petite table ronde. N'oubliez pas de candidater jusqu'au 9 mars. Donc, bonjour à tous. Merci David pour la présentation du concours. Donc, je suis Lola Laurent. Je suis en charge de l'organisation du concours ePhD chez BPI France. Et donc, pendant les prochaines 30 minutes, on va traiter de la question comment se rémunérer quand on lance une startup deep tech. Et on va la traiter avec 5 intervenants différents. Donc, certains sont des entrepreneurs-chercheurs, d'autres font partie de structures qui les accompagnent. Et on va réussir à avoir l'avis de
de tous ces profils différents et de bien comprendre leur parcours. La première personne que je vais appeler sur scène et qui est déjà là, c'est Noras Georgi, qui est lauréat IPHD 2019 avec un projet qui s'appelle Made in the Pockets et qui a créé récemment une startup qui s'appelle Lancia. Bonjour Noras. Bonjour Lola, merci beaucoup de me recevoir. Alors, on a préparé ce témoignage sous forme de petites interviews, donc je vais te poser quelques questions. La première, c'est est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton projet? Oui, alors je m'appelle Noras, donc je suis ingénieur biomédical de formation et puis j'ai fait une thèse à l'Université de Rennes, au LTSI, sur les aspects de télémédecine. Et c'est là où j'ai rencontré un de mes associés qui est Mathieu Kuchenbusch, un neuropédiatre, où j'ai rencontré cette problématique de protocole de soins. Donc un protocole de soins, c'est un process qui va décrire de quelle manière on établit un diagnostic ou le traitement d'un patient. C'est surtout très important pour des maladies nouvelles, comme c'est le cas par exemple de la COVID. Au début de la pandémie, il y a eu beaucoup de patients, on ne savait rien sur la maladie, n'empêche, il fallait soigner. Et donc, c'est vraiment l'expérience des médecins qui va rentrer en jeu. Ils vont rédiger ces protocoles qui seront par la suite mis à jour au fur et à mesure des résultats obtenus. Et c'est comme ça qu'on a créé Made in the Pocket, qui est une plateforme pour la gestion de ces protocoles de soins destinés aux médecins, infirmières et tout professionnels de santé. Ok, merci. Et alors, si je comprends bien, je crois que tu as eu cette idée à peu près en 2016. À ce moment-là, qui est-ce qui t'a accompagné justement pour valoriser ces travaux de recherche? Alors, on a fait d'abord un peu avec Mathieu une première preuve de concept qu'il l'a présenté à la Société française de pédiatrie lors du congrès 2017 et puis il a remporté le prix du jeune pédiatre. Ça a donné de la crédibilité au projet, donc on a été accompagné par à la fois le LTC, notre labo de recherche, et puis par la SAT West Valorisation qui nous a soutenus et qui nous soutient toujours à travers une maturation économique pour le projet. Donc, ça fait déjà plusieurs années que tu développes ce projet-là. Donc, monter une startup deep tech, ça prend du temps et ça prend surtout de l'argent. C'est quoi les dispositifs dont tu as bénéficié qui t'ont permis justement de te rémunérer au cours de ces premières années? Alors, au tout début, je cumulais un autre travail classique. Donc, au départ, c'était ma thèse, ensuite un postdoc en parallèle de la possibilité d'avancer sur Made in the Pocket parce que c'était comme ça et puis c'était bon, on fait avec. Ensuite, il y a en fait beaucoup de petits dispositifs, mais les montants qui s'accumulent et puis qui permettent de soutenir le projet. Donc, il y a eu la fondation de la Banque Populaire Grand Ouest qui nous a soutenus à deux reprises, donc avec 10 000 euros pour à chaque fois. Il y a eu principalement depuis 2019 mon allocation de chômage parce que comme en tant que créateur, j'ai le droit de l'utiliser pour pouvoir créer mon entreprise. Et ça, c'est une vraie ressource que tout créateur devrait l'utiliser, à moins de faire de levée de fonds comme Alice et Bob, mais ça, c'est une autre question. Ok. Et maintenant, où en est ton projet? Quels sont les leviers financiers que tu utilises pour son développement et c'est quoi tes prochaines étapes? Donc aujourd'hui, je continue. Pour l'instant, j'ai encore quelques mois de chômage. Ensuite, le projet est abouti. Donc, on a une première version commercialisable. Donc, on a lancé les prospections, notamment pour les centres hospitaliers. En parallèle, on a fait une demande pour la bourse French Tech. Donc, il y a deux niveaux. Il y a la bourse French Tech à 30 000 euros, pareil de BPI, et la bourse French Tech Émergence à 90 000 euros. Donc, le choix dépend à la fois de ce qu'on veut faire, mais aussi du numéraire que le porteur peut apporter. Donc, parce que la règle, c'est 1 euro pour 1 euro. Donc, 1 euro apporté, BPI met en face 1 euro. Donc, moi, j'ai pu apporter 30 000 euros. C'est pour ça que j'ai choisi la bourse French Tech classique. Maintenant, d'autres peuvent apporter davantage. Donc, ils peuvent demander jusqu'à 90 000 euros. Alors, moi, je suis breton et on a la chance d'avoir en Bretagne un grand soutien de la région. Donc, on a par exemple le dispositif phare qui, euh, qui peut donner jusqu'à 45 000 euros. Mais là, la règle, c'est 1 euro apporté, 2 euros que la région met sur la table.
Il y a les réseaux entreprendre et initiatives que tout le monde aussi peuvent solliciter. Mais là, ce sont deux réseaux nationaux. Pareil, la région a une autre avance remboursable qui est le Market Up pour l'embauche d'un premier commercial. Donc, en fait, il y a des dispositifs nationaux, d'autres plus régionaux. Donc, tout dépend où on se trouve. D'accord. Et bon, tu as l'air de bien maîtriser tous ces dispositifs de financement. Est-ce que tu t'es renseigné tout seul et tu as fait des recherches seul ou tu as été accompagné par d'autres acteurs pour ça? En fait, les deux. Il faut, en fait, le networking quand on crée une entreprise est super important et j'insiste sur le super parce que certains créateurs comme moi se trouvent seuls dans le sens, on n'est pas seul à travailler puisqu'on travaille avec beaucoup de gens, mais on est seul à créer l'entreprise. Donc, c'est très important de s'entourer, soit par d'autres chefs d'entreprise qui ont déjà vécu cette expérience et leurs conseils sont toujours super enrichissantes et puis d'autres qui aident. Donc moi j'étais aidé par alors je passe beaucoup de temps à lire, à chercher des informations. La SAT West Valorisation m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite il y a des chercheurs ou d'autres chefs d'entreprise qui parfois me transfèrent un mail en me disant tiens ça pourrait être intéressé pour ton projet, etc. Donc le networking, j'insiste là-dessus, c'est super important. Ok, merci. Et le mot de la fin, si tu avais un grand conseil à donner à un chercheur ou à un doctorant qui souhaite se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, ce serait lequel? Eh bien, c'est de français. C'est une super expérience enrichissante et puis très concentrée. Donc, on a le temps de monter en compétences très vite sur beaucoup de domaines et on est plus limité que par la techno. Mais on travaille la techno, la juridique, la compta, etc. Et on rencontre énormément de monde. Donc, ça peut qu'être bénéfique. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup, Naras. On va te retrouver Merci à tout à toi. l'heure pour la période, le moment de questions-réponses, parce que je sais qu'il y aura pas mal de questions auxquelles tu pourras répondre. Avec Et plaisir. maintenant, on va accueillir notre prochaine intervenante, qui est Myriam Ezzedine. Myriam, je ne sais pas si tu peux monter sur scène. Super. Alors, est-ce que tu nous entends bien, Myriam? Oui. Super. Bon, Myriam, toi, tu es aussi lauréate du concours ePhD 2019 et tu portes un projet qui s'appelle Hyper6. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton projet, s'il te plaît? Alors, moi, je suis chercheuse postdoctorante en physique au laboratoire de physique des interfaces et des couches minces à l'École polytechnique. Et en fait, ce projet, il a commencé pendant ma thèse. Donc, ça consistait en fait à développer une technologie de rupture très prometteuse dans le domaine de stockage d'énergie. Et donc, pendant ma thèse, j'avais fabriqué et synthétisé de nouveaux types d'électrodes avec des nouveaux matériaux et un nouveau procédé de fabrication des électrodes. Et ces électrodes et ces nouveaux matériaux, ça permet aussi d'augmenter la densité d'énergie des batteries par un facteur au moins 4 de ce qui existe aujourd'hui dans le commerce. D'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, on est 3 dans l'équipe. Donc, il y a moi, il y a aussi ma meilleure copine en tant qu'associée et mon directeur de thèse. Ok. Donc, toi, tu es aussi lauréate d'un concours d'innovation qui s'appelle le concours Jeunes chercheurs, qui est organisé par la SAT Paris-Saclay. En Mhm. plus d'être lauréate du concours ePhD, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ces deux concours t'ont apporté en termes de bénéfices, d'un point de vue accompagnement, mais aussi d'un point de vue financier? Alors, donc, après que j'avais fini ma thèse, donc, la recherche, il fallait tellement valoriser ce qu'on a obtenu comme recherche. Donc, c'était la première édition comme le iPhD par rapport à l'appel à projet Jeune Docteur de la part de la SAT Paris-Saclay. Donc, c'était un projet de prématuration et on passe devant deux jurys, devant en premier temps le jury de la SAT Paris-Saclay et après donc il y a une présélection, après une deuxième sélection devant des investisseurs. Et cet appel à projet, il donne en fait un salaire de postdoc pour un an et
une somme, donc la totalité, c'est à peu près de 100 000, oui, 100 000 euros. Et il y a une partie qui peut être servie pour le fonctionnement du laboratoire. Et donc, c'est ça par rapport à l'appel à projet de la SAD Paris-Saclay. Et en fait, on avait aussi, donc, la SAD Paris-Saclay, il nous avait fait des jours de formation où on a commencé à apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est relié à la partie business. D'accord. Et donc, tu as bénéficié justement de cette bourse en prématuration. Est-ce que depuis, pour développer ta startup, tu as bénéficié aussi d'autres leviers financiers? Donc, non, en fait, donc là, j'étais en 2019 sur l'appel à projet prématuration SAD Paris-Saclay. Aujourd'hui, donc, il y avait aussi la première édition de l'appel à projet de IP Paris. Donc aussi, ça donne un salaire et une certaine somme pour l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment côté financement propre. Donc c'est un salaire et un fonctionnement pour le laboratoire. Mais encore, parce que la startup, elle n'est pas encore créée. Et donc, comme on a tout, pour l'instant, tout est à l'échelle laboratoire. Donc, tous les équipements nécessaires, on les a pour aujourd'hui. Ok. Et du coup, donc là, tu nous as parlé de ce que tu avais déjà fait. C'est quoi les prochaines étapes pour le développement de ton projet? Donc aujourd'hui, on est dans l'incubateur de l'X, le DRAI. Donc là, on est incubé pendant 6 mois et il y a 6 mois on peut être renouvelé. Et ensuite, donc l'incubateur va nous permettre de préparer une levée de fonds pour changer d'échelle. Donc là, on est à l'échelle laboratoire, de faire une échelle pilot scale à l'échelle industrielle. D'accord. Ok. Et je vais te poser peut-être la même dernière question qu'Anaras qui est intéressante. Si tu avais un conseil à donner à un porteur de projet Deep Tech, ce serait quoi? Oui, il faut beaucoup travailler, il faut prendre le risque. C'est un challenge, surtout dans une technologie Deep Tech. Mais par contre, le résultat en vaut la peine. Donc, il faut foncer, comme il a dit Naouras aussi. Ok, bah, merci beaucoup Mariam et on te retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci. Alors, je vais accueillir nos prochains témoins, c'est un binôme. C'est Benoît Martin, qui est chargé de mission à la SAD Pulsalis, et Alexandre Lancé, qui est porteur d'un projet qui s'appelle PPI CK2. Benoît, on va commencer peut-être par toi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait déjà une question. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une SAT, présenter la salle Pulsalis et te présenter, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci beaucoup Lola, en tout cas pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir en effet présenter Pulsalis et puis dire un mot sur les SAT. En effet, donc les SAT sont des structures d'accélération du transfert de technologie. Il y en a 13 en France qui sont réparties sur la plupart des grands campus universitaires et de recherche. Et vous pouvez aller sur le site du réseau SAT et trouver quelle est la SAT de votre région en quelque sorte pour pouvoir vous rapprocher de cette dernière. Donc Pulsalis, c'est la SAT de Lyon-Saint-Étienne. C'est pour ça que ça termine par LIS. Vous avoir découvert ça tardivement. Et donc c'est évidemment une SAT, mais c'est avant tout un incubateur et qui permet de développer des startups, des différents projets entrepreneuriaux et de soutenir l'ensemble de la communauté scientifique de Lyon et de Saint-Étienne dans cette démarche. Et on a notamment, et c'est le cadre de ma mission, mis en place des dispositifs spécifiques pour les jeunes chercheurs, notamment les docteurs, les doctorants, doctorantes et postdocs de manière générale du territoire de Lyon et de Saint-Étienne. Alors, oui. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces dispositifs de financement qui sont accessibles justement pour les jeunes chercheurs et les doctorants? Bien sûr, merci de cette question. En effet, on a mis en place un programme spécifique sur le territoire de Lyon et de Saint-Étienne avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est de proposer aux jeunes chercheurs de ce territoire de soumettre un projet, de faire connaître leur projet à dimension entrepreneuriale qui soit issu de leurs propres résultats de recherche et de pouvoir bénéficier d'un soutien, d'un accompagnement à travers 2 sessions par an de formation avec un bootcamp qui est dédié, un atelier qui est ouvert à tout le monde pour pouvoir
passer vraiment de la partie recherche à la partie dimension applicative, entrepreneuriale, etc. Et de pouvoir commencer à faire germer ce projet avec un jury exactement comme ce qui a été présenté à Saclay auparavant, qui va permettre de servir un peu d'effet de tremplin pour le projet, de le faire connaître, de réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait grandir, et à la clé, obtenir un soutien pour le projet. Ce soutien, il peut être de deux ordres. Il peut être un soutien d'incubation pour pouvoir démarrer, faire grandir le projet, le structurer, réfléchir au business model, challenger ces différents éléments. Et ça peut être également un investissement de la part des SAT qui ont cette capacité d'investissement qui va permettre de pouvoir permettre notamment le recrutement de ce jeune chercheur. Alexandre en dira un mot tout à l'heure, mais ça peut être pour une durée de 6 mois, 12 mois, plus en fonction des besoins technologiques du projet, et de pouvoir bénéficier vraiment de cet investissement pour faire grandir ce projet, transformer l'invention, la découverte scientifique en vraiment une réalité, une opportunité économique vers une dimension start-up. Donc en ordre de grandeur, là ça fait la 5e édition qu'on est en train de lancer. Là, on a des candidatures qui sont ouvertes sur le territoire de Lyon ou Saint-Étienne. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à me solliciter. On a en tout soutenu 25 projets depuis 2 ans qui ont pu bénéficier au total d'un investissement de presque 2 millions d'euros. Donc c'est pas anodin et c'est des sommes autour de 100 000 euros par projet qui permettent en moyenne qui permettent de bénéficier d'être recruté, mais aussi d'avoir du financement dans son laboratoire pour passer vraiment développer techniquement, avoir cette preuve de concept et pouvoir grimper les différents échelons du projet. Et on était particulièrement content, après j'arrête de parler Lola, de la première édition du PhD, puisqu'on a eu 4 lauréats parmi la toute première promotion du programme Jeunes Chercheurs, notamment 2 grands prix. Je pense à Michael et à Théo Perronin sur le projet Alice et Bob, mais pour tout ça, pour souligner que c'est une grande diversité de projets et qu'on s'adresse vraiment à l'ensemble des disciplines, l'ensemble des sujets de recherche. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut vraiment que ce soit lié aux résultats de la recherche, de votre thèse, de votre postdoctorat, et de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait développer ces résultats et le faire. Et on est vraiment dans l'antichambre du PhD, c'est-à-dire que notre soutien va permettre de faire construire le projet et ensuite de le faire labelliser par des concours nationaux tels que ePhD pour obtenir d'autres financements et de poursuivre l'action. Voilà. Merci Benoît, c'est super complet et je pense que tu as répondu à pas mal de questions en une fois. Alexandre, toi tu es accompagné justement par Pulsalis. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton projet en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci Lola de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Alexandre Bancet. En fait, j'ai soutenu ma thèse en novembre 2020. Et donc, je suis actuellement chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Et donc, je suis porteur du projet PPI-CK2, où on a en fait développé durant ma thèse, on a développé des entités chimiques, des petites molécules qui vont être capables de cibler une protéine qui est impliquée dans le développement, dans la survie de différents cancers. Et en ciblant en fait cette protéine, on est capable d'avoir une meilleure sélectivité sur les lignées cancéreuses et au contraire d'avoir moins d'effets secondaires sur les lignées saines. Donc à terme, ça permettrait de développer en fait de nouvelles solutions thérapeutiques par rapport aux chimiothérapies qui sont pour l'instant proposées. Donc en fait, c'est la suite, c'est la continuité de mes résultats de thèse. Donc comme l'a présenté en fait Benoît, j'ai postulé en fait à l'appel à projet jeunes chercheurs. Donc durant ma thèse en fait en parallèle. Et donc voilà, donc j'ai obtenu un financement qui me permet justement de continuer, qui nous a permis de déposer, de protéger les molécules, de déposer un premier brevet, et puis donc de m'accompagner là justement dans les différentes manips autour du projet. Et comment est-ce que tu as eu initialement connaissance de ce dispositif-là? Alors, il y avait des informations, notamment de la part de l'école doctorale. On avait aussi, justement, au cours de ma 2e année, en fait, mon directeur, ma co-directrice de thèse, qui voulait justement protéger ces molécules, se sont dirigés vers les différentes tutelles et notamment la SAT de Lyon pour présenter ces résultats. Donc, il y a déjà comme ça que j'ai connu. Et puis, en parallèle, j'ai suivi une formation en fait proposée par l'école doctorale, donc qui s'appelle l'Académie de l'innovation sur Lyon, et qui nous mettait en lien avec différents intervenants, qui nous permettait de découvrir un peu le monde entrepreneurial.
donc qui était dédié aux jeunes chercheurs, et notamment avec Benoît qui intervenait, ou différentes personnes de la SAT, et qui nous ont fait connaître un petit peu ces appels à projets, les dispositifs qui étaient mis en place pour des jeunes chercheurs. Ok. Et suite à ce programme de prématuration dont tu bénéficies via la SAT, ce sera quoi les prochaines étapes pour ton projet et pour bénéficier de ressources pour continuer à avancer sur ce sujet? Là, c'est vrai que ça fait un petit peu de tout, parce que ça, en fait, là, donc j'ai soutenu en novembre et j'ai immédiatement commencé. Donc là, c'est sur une période d'1 an et demi, donc le programme de maturation. Donc ça me permet de me payer un salaire, de payer l'ensemble des manips qui sont prévus, donc voilà, pour structurer le projet, pour avancer au maximum, pour intéresser des investisseurs, de recruter aussi. On a pu recruter un ingénieur d'études, donc qui m'accompagne en plus au laboratoire. Et après, encore une fois, avec la SAT, on est accompagné pour rencontrer de potentiels investisseurs dans ce domaine, notamment en drug design. Et voilà. D'accord, merci. Et est-ce que toi aussi, tu as un conseil justement à donner à un chercheur ou à une doctorante qui souhaite monter son projet? Je rejoins ce qui a été dit avant. Déjà, c'est vraiment que du bonus, parce que ça nous permet de continuer en fait ce qu'on a aimé faire pendant 3 ans, de le porter jusqu'au bout, d'aller le plus loin possible. Et puis c'est que du bonus, parce qu'on est en relation on est mis en relation avec plein d'autres personnes, avec des professionnels qui ont déjà travaillé sur ce même type de programme. Donc voilà, ce qui a été dit avant, de foncer, effectivement, de ne pas hésiter, de se dire qu'il y a des gens qui sont là aussi pour nous accompagner, qui seront intéressés par nos résultats, et que voilà, de s'ouvrir au maximum. Ok, merci Alexandre. Et Benoît, pour le mot de la fin, comment on fait aujourd'hui quand on est chercheur ou doctorant et qu'on souhaite entrer en contact avec une SAT, et plus précisément avec l'USALIS, si on est de la région? En me contactant directement, ou simplement en se rapprochant. Ce qui est important pour dire, quoi qu'il arrive, en tant que doctorant, en tant que doctorante, d'en parler à sa direction de thèse, et plus largement à son établissement employeur, en fait, de simplement faire connaître cette démarche sera hyper important aussi pour montrer qu'il y a une dynamique, que vous avez envie de vous inclure dans cette démarche, et ensuite votre établissement vous orientera vers le bon contact et la bonne structure pour vous permettre de développer ces résultats. On peut parfois avoir tendance à avoir un peu peur de se dire, oh là là, il y a beaucoup de monde vers qui me tourner en premier. En fait, on est tous en contact les uns avec les autres, donc peu importe. Nous, on travaille en étroite collaboration avec les établissements, donc les établissements nous sollicitent, et c'est autant de relais et autant de personnes qui sont bienveillantes pour accompagner le projet et le faire émerger. Donc c'est vraiment hyper important de vous dire, vous êtes entre de bonnes mains, faites connaître votre projet et mettez toutes les chances de votre côté en l'explicitant, en le faisant connaître et en trouvant les dispositifs adaptés. Mais en tout cas, pour Lyon et Saint-Etienne, n'hésitez pas à me solliciter directement ou de me toucher via LinkedIn ou via le questionnaire ici. Je serais ravi de répondre aux questions. Et merci Alexandre. Tu peux peut-être partager ton adresse mail oui. Ou une adresse mail générique s'il en existe à la SAT dans l'onglet chat. Oui, bien sûr. Eh bien, je la mets tout de suite. Super. Merci à tous les deux. On vous retrouvera sur la partie questions-réponses. Et je vais appeler notre dernier témoin, qui est Alban Stam, qui est délégué innovation chez BPI France. Oui. Bonjour à tous. Alban, tu es le dernier témoin, et du coup, tu vas passer par la même petite série de questions-réponses. Et la première, ça sera, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton périmètre d'action au sein de BPI France? Tout à fait, Laura, merci. Je suis Alban Stam, je suis le responsable innovation pour BPI France sur l'Alsace. Donc, on a un périmètre uniquement alsacien, et j'ai des homologues dans toutes les ex-régions de France, et chacun a une équipe de chargés d'affaires. En Alsace, on a 5 chargés d'affaires innovation qui ont pour mission d'être en contact avec les entrepreneurs, les entreprises qui portent un projet d'innovation, pour les accompagner et qu'on puisse les financer. D'accord, merci Alban. Alors, est-ce que justement tu pourrais être un peu plus précis sur ces dispositifs de financement qui sont mis en place par BPI France aujourd'hui, et comment on peut y accéder?
Alors oui, on peut. Donc Je vais même l'agrandir. Voilà, il y a tout. Merci Lola pour le slide. Il y a tout un continuum de financement. Donc on va pouvoir accompagner les porteurs de projets du stade de l'idée. On travaille de manière très proche avec la SAT locale qui est Connectus et l'incubateur régional qui est SEMIA. Comme on disait tout à l'heure, c'est extrêmement important de se faire accompagner et de créer un réseau de mentors, de coachs, de se mettre en relation avec sa structure de valorisation et de aussi se connecter à son incubateur, à un de son incubateur régional qui permet en fait d'accompagner la phase importante de maturation de projet. Dans un premier temps, alors on a aussi des aides régionales qui sont très développées, qui sont spécifiques à chaque région. Et si on prend un parcours d'accompagnement classique d'une création d'entreprise et d'un porteur de projet, on peut avoir au stade initial, donc au stade de la création d'entreprise, une bourse au porteur de la région qui est de 30 000 € maximum et qui va être donnée à côté des fonds propres, donc du capital qu'on va apporter, qui normalement doit être équivalent. Donc on va être dans une logique là pour le coup de 1 € pour 1 €. Si on apporte par exemple 30 000 €, on va pouvoir avoir une aide de la région de 30 000 € pour doper son capital. Donc on va arriver avec 60 000 € pour financer un début de projet d'innovation. Et là, on va pouvoir solliciter une bourse French Tech ou une bourse French Tech émergence de BPI France en fonction du caractère d'innovation technologique et de son intensité. Donc, si on est sur de la haute intensité technologique, ça va être une bourse French Tech émergence. On peut monter jusqu'à 90 000 €, 70% des dépenses du projet d'innovation. Donc, c'est pour des entreprises de moins d'1 an. Si on est sur une bourse French Tech normale, donc une innovation beaucoup plus classique, hein, pas forcément d'innovation technologique de rupture, on va être plafonné à 30 000 €. Ça va permettre en fait de pouvoir réaliser une première partie de son innovation, de faire une preuve de, par exemple, la technologie, valider des aspects de propriété intellectuelle, faire une étude de marché, enfin financer tout un ensemble de premières dépenses qui vont pouvoir aussi convaincre des investisseurs, parce que c'est les aides, toutes les aides, il faut bien voir qu'elles sont souvent très couplées, qu'elles doivent être couplées avec des apports de fonds pour financer la contrepartie financière. Généralement, dans un deuxième temps, ou voire même quelquefois ça se fait aussi dans un premier temps, les porteurs vont concourir au concours ILAB, donc qui est le concours national de création d'entreprises technologiques innovantes, et où on peut avoir jusqu'à 600 000 € de subvention pour financer 60% de son programme d'innovation. Donc c'est des très gros montants. Évidemment, il y a un côté élitiste, hein, ça reste un concours national. Donc, je crois qu'au niveau national, chaque année, on a environ une centaine d'entreprises qui sont lauréates à ce concours. Et là, ça va permettre en fait d'aller un cran plus loin pour financer ces développements. Parallèlement, on pourra intervenir avec des prêts d'amorçage que vous voyez en vert sur le slide, qui vont dans la région Grand Est jusqu'à entre 50 et 300 000 € et qui vont venir s'adosser aux fonds propres qui ont été apportés. Donc là, ça va venir renforcer la trésorerie pour vous financer les développements et vous aider à atteindre une levée de fonds. Après, on va pouvoir aller sur des aides beaucoup plus conséquentes qui vont être très souvent dans les innovations technologiques de rupture vers des aides deep tech, on appelle ça ADD. Vous la voyez au milieu, ça peut monter jusqu'à 2 millions € en subvention, en avance remboursable. Il y a les aides aussi de la Commission européenne où on va pouvoir vous aider via des diagnostics pour les atteindre. Et parallèlement à ces levées de fonds, dans les premières phases, vous voyez en bleu le French Tech Seed où on pourra venir aussi là doper une levée de fonds avec des obligations convertibles qui viendront s'appuyer sur les investisseurs que vous aurez pu entraîner avec vous. Donc
là, ce sera pour 1 euro apporté, on pourra faire 2 euros maximum, jusqu'à généralement plafonner à 250 000 euros. Donc, c'est de présenter ce slide a l'air quand même comme ça, peut-être un peu indigeste. Je pense que le plus important, c'est de se connecter très en amont avec le chargé d'affaires innovation de chaque région pour pouvoir avoir un accompagnement personnalisé, parce que chaque projet est vraiment spécifique. Il y a des étapes à franchir qui vont pas être les mêmes pour un projet dans le numérique ou pour un projet dans le domaine de la santé. Donc c'est vraiment le schéma de financement et d'accompagnement va se construire en collaboration avec le chargé d'affaires innovation et notamment les différents acteurs qui sont impliqués, comme très généralement, l'incubateur. Et du coup, selon toi, à partir de quand un porteur de projet peut contacter BPI France pour être conseillé ou accompagné? Alors, je dirais le plus tôt possible. C'est-à-dire à partir du moment où on a l'idée ou l'envie d'avancer dans cette voie-là, ça peut être déjà un premier contact rapide où le chargé d'affaires BPI France déjà pourra identifier le projet, mais aussi pourra l'orienter en fonction du stade d'avancement du projet vers les bons acteurs pour qu'ils puissent l'accompagner au mieux afin que le projet puisse maturer. Et quand tu dis le plus tôt possible, c'est avant même que la structure ne soit créée? Alors, tout à fait, avant même que la structure ne soit créée, quoi. Donc, c'est là où, par rapport à des concours comme ePhD, ça nous permet à nous de repérer aussi des projets potentiels très en amont. Et généralement, quand on voit les lauréats ou les personnes, les doctorants ou docteurs qui participent à ces concours, on les rencontre généralement pour creuser avec eux comment on peut avancer ensemble pour les accompagner au mieux. D'accord. Merci beaucoup, Alban. Je pense qu'il y aura pas mal de questions qui te seront destinées au moment des questions-réponses. D'ailleurs, on va passer tout de suite à cette partie. Alors, David vous l'a expliqué un petit peu en introduction. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus et c'est celles auxquelles on va répondre en premier. Alors, je vais vous laisser juste le temps de voter, peut-être, et je vais repartager le document. En attendant, je vais peut-être vous parler d'un outil qu'on a lancé côté BPI France, qui se trouve dans la plateforme Les Deep Tech. C'est une page qui s'appelle Se lancer. C'est des ressources et des fiches pratiques pour justement vous aider à initier et à lancer votre projet de Deep Tech. C'est pas mal de ressources qui sont réunies au même endroit et qui vous permettent vraiment de vous poser et de prendre étape par étape différents sujets pour vous aider à formaliser votre projet Deep Tech. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page qui est très intéressante et sur laquelle vous allez pouvoir trouver pas mal de ressources. Et maintenant, David, on va commencer à prendre les questions, si ça te va. Ouais. Il y en a une qui commence à bien monter dans le classement des questions, puisque vous pouvez voter pour les questions préférées. Et on va peut-être rappeler Alban sur scène. Quelles sont les aides qui permettent de rémunérer le porteur du projet, enfin en salaire, rémunérer le porteur du projet créateur de start-up? Alors, généralement, les aides, toutes les aides, quand on se positionne sur la société, une fois que la société est créée, le porteur va pouvoir percevoir un salaire et nous, ce salaire, on pourra le prendre en considération pour déterminer l'aide qu'on peut faire. Donc, si on prend par exemple une des premières aides qu'on met généralement en place, comme la bourse French Tech Émergence, donc c'est 90 000 euros maximum, 70% des dépenses, et dans ces dépenses, il peut tout à fait avoir des frais de personnel, y compris des frais du porteur de projet. Donc, on va calculer le budget du programme pour atteindre un certain milestones, une étape clé,
Il y aura donc des frais de personnel, des frais de propriété intellectuelle, par exemple d'entretien de brevets, des frais d'études de marché, des frais de réalisation de prototypes. Et toutes ces aides vont atteindre un certain montant qui va être, par exemple, une centaine de milliers d'euros. Et là-dessus, l'aide qu'on pourra faire sera de 70%. Donc ça permettra à financer une partie du projet. Les 30% devront être financés par la société et ses capitaux propres. D'accord. Et Benoît, tu as peut-être des éléments à ajouter par rapport à cette question sur les programmes de prématuration et de maturation des SAT? En effet, les SAT peuvent proposer des dispositifs spécifiques, soit en prématuration ou maturation, comme dit, qui peuvent en effet inclure tout à fait un recrutement, une possibilité, du moins à Lyon et côté Pulsalis, Lyon-Saint-Etienne. C'est tout à fait une possibilité dans ces programmes de maturation, et notamment via des programmes spécifiques autour des jeunes chercheurs, de prévoir dans les budgets associés des recrutements qui permettent aux porteurs de projets de se recruter, d'être recrutés sur le projet, et de pouvoir également, c'est ce que précisait Alexandre tout à l'heure, recruter d'autres compétences sur le projet qui vont venir en complément faire d'autres manips, permettre le développement technologique du projet. Donc c'est tout à fait une possibilité, c'est tout à fait quelque chose qui est envisagé. À partir du moment où il y a du développement technologique autour de cette invention, l'objectif c'est de garder les ressources et de pouvoir permettre un recrutement et d'assurer la pérennité du projet. D'accord. Voilà. On nous parle, on a une question sur le financement participatif, parce qu'on n'a pas parlé comme un des moyens de se financer. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont intervenus, qui ont pensé ou qui ont envisagé ce mode de financement? Peut-être Navras. Alors, en fait, on y a réfléchi, surtout que à l'université de Rennes, la fondation de Rennes encourage et aide à monter ce genre de financement. Le problème, c'est que notre clientèle, ce sont des professionnels de santé. C'est très compliqué de lancer du crowdfunding pour ça. C'est plutôt ce qu'on envisage, c'est à terme une levée de fonds avec une participation de professionnels de santé. Donc, il y en a deux médecins qui sont dans le capital dès le démarrage, mais à terme, on pourrait envisager d'en faire entrer d'autres. Maintenant, faire du crowdfunding, pour nous, en tout cas, ça sera une première si on le faisait, mais c'est pas très adapté. Ouais, d'accord. C'est assez rare sur les projets Deep Tech, parce que beaucoup de projets Deep Tech sont des projets B2B, et le crowdfunding s'adresse plutôt à des projets B2C où on va toucher directement le grand public. Exactement. Mais après, il y a du love money et de la participation financière de tiers, j'imagine aussi sur des projets Deep Tech. Je ne sais pas si David, tu as d'autres choses à rajouter. Non, c'est très clair. Il y avait une question, je profite que tu sois là, Navras, pour où tu répondais à Jocelyn qui demandait si on pouvait cumuler d'autres revenus en plus du chômage. Et tu disais, il est possible de cumuler d'autres revenus avec le chômage, mais ça dépend de leur nature. Est-ce que tu pourrais préciser? Alors, en fait, je vais combiner cette question avec une autre question qui disait aussi pour les aides, si ça peut être cumulé avec le chômage. En fait, tout dépend de l'aide. Par exemple, la fondation, parce qu'il y a eu une question là-dessus, la fondation de la Banque Populaire, en fait, elle fait des dons. C'est une subvention, mais sous forme de dons personnels. Donc, la personne est libre de le dépenser comme elle veut et c'est pas considéré comme un revenu. C'est pour ça que ça pouvait être cumulé avec le chômage. Maintenant, si on fait une demande, donc dans mon cas là, aujourd'hui, ma demande de bourse French Tech intègre une partie de mon salaire. À ce moment-là, c'est plutôt maintenant, ça veut dire je vais percevoir un salaire de l'entreprise et c'est les règles de Pôle emploi qui vont être mises en place. Ils vont calculer ce que je touche de l'entreprise. Soit c'est en dessous d'un certain seuil, à ce moment-là, je peux cumuler les deux. Mais dès que ça dépasse un certain seuil, ben non, le Pôle emploi coupe l'allocation puisque je commence à toucher un salaire de manière classique. Après, j'aimerais insister sur un petit point, il ne faut pas se dire que toutes ces subventions, c'est vrai que la subvention, c'est de l'argent entre guillemets gratuit puisqu'on n'a pas à le rembourser. Par contre, c'est tellement rare
qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc, il ne faut pas considérer on est riche, on a beaucoup d'argent, on le dépense parce qu'il y en a énormément de dépenses, rien qu'en frais d'avocat ou marketing ou expert comptable. Donc, il faut sacrifier. Créer une entreprise, c'est énormément de temps pour peu d'argent, en tout cas les premières années. Et c'est comme ça, mais on a en contrepartie la liberté d'organiser notre temps comme on le souhaite, de mener un projet qui nous tient à cœur, de pouvoir s'organiser comme on le souhaite et faire ce qu'on aime. Donc voilà, on ne peut pas être gagnant sur tous les points. Super. Il y a une question sur le cumul. Est-ce qu'on peut concourir à iLab et à la bourse French Tech Emergence la même année? On va peut-être rappeler Alban du coup. Alors, tout à fait. Il y a rien qui empêche de concourir, de participer aux deux la même année. Après, faut voir de quand même bien différencier les deux typologies de budget. C'est-à-dire que généralement, nous on voit deux cas principaux. C'est quelquefois d'abord il y a une première maturation avec la bourse French Tech Emergence qui permet en fait d'aboutir à un dossier extrêmement mature pour iLab, ou alors on voit arriver tout de suite les projets qui concourent à iLab, et généralement ce qui est intéressant c'est que iLab permet de concourir quand on est encore porteur de projet et que l'entreprise n'est pas encore créée. Et quoi qu'il arrive, quand on a des projets à fort potentiel, quand on les voit passer dans iLab, et qui même ils sont pas forcément encore suffisamment matures pour iLab, généralement on les récupère, on les voit après pour partir sur une bourse French Tech Emergence et pour les accompagner à la maturation. Donc quoi qu'il arrive, je vous dirais, allez-y, participez au concours, ça permet de sortir du bois, d'être visible et de pouvoir faire en sorte que l'écosystème puisse vous accompagner. On profite que tu sois là parce qu'il y a une autre question d'Aous. Pour les prêts amorçage, investissement et innovation, s'agit-il de prêts d'honneur, entre parenthèses, sans intérêt? Alors, là, pour le coup, c'est pas des prêts, c'est des prêts où on prend aucune garantie sur des actifs personnels. C'est-à-dire, on va faire notre propre analyse de risque. Et ils vont être affectés, ils vont venir renforcer votre argent, votre capacité financière à porter votre projet. Après, maintenant, si jamais l'entreprise, elle marche, vous nous remboursez, il y a des intérêts. Si l'entreprise ne marche pas, effectivement, on aura pris notre propre risque et on perdra la totalité de ce qui reste à rembourser. Mais on ne viendra pas venir vous chercher sur des garanties personnelles. Ok. Il y a une question intéressante plutôt pour le concours ePhD. Est-ce que les résultats de thèses issus de projets en partenariat avec des industriels, donc qui par conséquent ont une part de l'API, sont éligibles à ePhD? Alors, si vous êtes accompagné par un organisme de transfert, donc ce qui est, Benoît, je parle sous ton contrôle, mais ce qui est possible si on est aussi avec de la recherche privée, si je me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais alors ça va dépendre au cas par cas, c'est-à-dire que nous on va regarder, c'est-à-dire que en tant que STT, c'est important pour nous, en fait on est mandaté par les établissements pour valoriser les résultats qui sont issus de la recherche, donc la propriété intellectuelle propre des établissements, et quand généralement, je parle vraiment en mon nom propre, quand généralement il y a de la propriété intellectuelle qui appartient à une entreprise, à un acteur extérieur, et ben ça va être vraiment au cas par cas selon l'entreprise, mais pour nous on est mandaté pour agir sur la propriété intellectuelle des propres établissements. Donc il y a une petite complexité, ça ne veut pas dire que c'est impossible. On le fait à Pulsalis dans le cadre du programme Jeune Chercheur qui est ouvert à n'importe quel doctorant et n'importe quel docteur, si c'est une thèse CIFRE, peu importe. Et c'est notre travail à nous de pouvoir justement mener cette petite interrogation et voir quelle marge de manœuvre on peut avec l'entreprise et comment est-ce qu'on peut récupérer une partie de la propriété intellectuelle pour éventuellement créer une start-up. Mais c'est pas aussi facile que juste la propriété intellectuelle et à l'établissement et à l'établissement public. Mais c'est pas impossible. En tout cas, ça fait partie de nos prérogatives de justement enquêter là-dessus et voir comment est-ce qu'on peut agir.
D'accord. Et si on prend vraiment le règlement du concours e-PhD, c'est possible de candidater, même si on a un partenariat avec un industriel, à partir du moment où l'industriel donne l'accord sur l'utilisation de l'API et sur une éventuelle création de start-up sur la base de ce projet. C'est ça, c'est exactement ce que va demander la STT, la structure de transfert de technologie l'OTT, qui va être associée à cette démarche, qui va justement faire ce nécessaire, et a priori, cette condition, c'est la même. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à solliciter au cas par cas son établissement pour pouvoir élucider cette question. Ok. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions, parce qu'on arrive un petit peu au bout de notre timing. Est-ce que David, tu veux prendre une dernière question? Oui, j'avais vu une question qui avait été... Non, non, excusez-moi. Est-ce que vous considérez l'environnement de la recherche, laboratoire, directeur de thèse, comme un moteur de la valorisation et de la création de start-up? Et là, ce serait intéressant d'écouter peut-être Mariam. Si tu entends. Oui. Pour moi, oui, c'est assez valorisant. Donc déjà, on est dans un écosystème, donc on a le support de l'établissement. Et donc même quand moi, j'ai la chance parce que l'École Polytechnique, elle a un incubateur, ils ont un carnet d'adresses énorme. Et en fait, l'école, elle pousse à valoriser sa recherche, à commercialiser, à valoriser sa recherche. Donc, oui. D'accord. Est-ce que... alors, une question de Faye. Concernant les entrepreneurs non doctorants, quelles sont les aides des SAT pour la validation des proof of concept? Alors, on va peut-être juste rappeler, Benoît. Alors, pour les SAT, entrepreneurs, c'est-à-dire vraiment hors recherche publique, c'est ça? Alors, moi, ce que je comprends, c'est plutôt hors doctorant, mais peut-être d'ailleurs hors recherche publique, oui, on peut répondre hors recherche publique. Alors, en tout cas, en recherche publique, ça fait partie de nos missions, c'est-à-dire n'importe quel acteur, chercheur, enseignant-chercheur qui appartient à un établissement public sur la zone de la SAT, on est le bon acteur pour pouvoir le faire. Ingénieur, entrepreneur, en tout cas, quoi qu'il arrive, du moins, là je parle encore une fois pour Pulsalis, on est un point d'entrée, quoi qu'il arrive, sur des projets Deep Tech en tant qu'incubateur Deep Tech sur le territoire de Lyon et de Saint-Etienne, pour mener l'enquête, réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer ça, comment est-ce qu'on peut incuber, développer cette structure. On est vraiment là pour pouvoir trouver des solutions. Ensuite, l'objectif, c'est de trouver un financement qui puisse être adapté et puis qui puisse correspondre à la situation. Et ingénieur entrepreneur, donc je comprends plutôt étudiant, a priori, on peut essayer de trouver des modalités, mais on va pas pouvoir investir aussi facilement pour une proof of concept qu'un doctorant, un docteur, un enseignant-chercheur qui appartient vraiment à l'établissement public. Tout simplement parce que notre mission, ce que je précisais au tout début, c'est bien de faire le lien entre ce qui est issu de la recherche publique, ce qui a été généré en tant qu'activité, en tant qu'invention, en tant que savoir-faire, qu'expérience de chercheur, vers le monde économique. Et c'est vraiment cette action-là de création de start-up, de transfert à des entreprises qui existent déjà qui doit être fait. Donc si c'est un entrepreneur extérieur, on va voir, on peut agir, on peut soutenir, on peut pourquoi pas faire un lien avec une technologie d'un laboratoire, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse tranchée, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à solliciter la SAT qui trouvera une réponse et saura orienter au mieux cette interrogation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas, mais j'arrive avec peu de certitude. Il faut savoir que je peux rarement dire, comme on est très SAT, on a des modèles qui sont un peu distincts les uns des autres. Donc, je ne peux pas faire une réponse globale. Je peux dire, quoi qu'il arrive, la question mérite d'être posée à votre interlocuteur local, à votre établissement et à votre SAT, à votre structure pour pouvoir trouver une solution. Mais c'est vraiment du cas par cas et ça va dépendre beaucoup aussi de la discipline. Ça va dépendre aussi beaucoup de la modalité du marché, la vision économique derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a peu de réponses clés en main, mais ça fait partie de notre travail justement d'affiner et de répondre à ces questions. Très bien, super. Écoutez, on est ravis d'avoir eu autant de participants. Il y a juste une question très rapide qui était de savoir est-ce que comme PhD, est-ce qu'on peut participer à iPhD en première année de thèse marketing? Malheureusement, ce sera pour l'année prochaine puisque c'est à partir de
la deuxième année de thèse. Et la date limite du concours ILAB est passée. Est-ce qu'on peut candidater j'ai envie de dire, malheureusement, si elle est passée, on peut plus candidater, mais ce sera pour l'année prochaine. N'hésitez pas à repostuler. Par contre, vous pouvez toujours candidater au concours ePhD jusqu'au 9 mars. Alors, on vous donne rendez-vous. Enfin, c'était super d'avoir tout le monde et d'avoir autant de questions. On remercie vraiment aussi les intervenants qui ont répondu de manière très transparente et on en est ravis. On vous donne rendez-vous le 25 mars le 25 février pour le prochain webinaire qui sera dédié à la manière dont on peut au rôle que doit prendre le chercheur dans la création de start-up, ou en tout cas comment il peut se positionner par rapport à un éventuel associé, et puis aussi comment il peut allier le fait d'être entrepreneur et puis le fait de vouloir continuer à faire de la recherche. Vous verrez que tout ça est largement possible et qu'il y a plein de possibilités qui existent. On va vous mettre le lien de connexion dans le chat et on vous le remettra aussi dans le mail de remerciement. Dans le mail de remerciement, vous allez aussi recevoir un petit lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Je vous encourage à le faire parce qu'en plus, si vous faites partie des premiers répondants, vous allez pouvoir gagner un abonnement d'1 an à un super média qui s'appelle The Meta News, qui est une newsletter dédiée aux chercheurs et aux doctorants et à toutes ces actualités. Donc, il y aura un abonnement d'1 an pour les 5 premières personnes qui répondent à la newsletter. Je vais vous mettre au questionnaire. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Et ensuite, à toutes les autres personnes qui répondent, un abonnement de 2 mois. Voilà. Et je vais vous partager ça maintenant. Si David a été plus rapide que moi. Non, vas-y Lola, j'allais juste partager le lien pour le prochain webinaire. On vous remercie et passez une très bonne fin de semaine. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.